Bonjour, bienvenue dans Cap Amérique, le magazine de France 24 consacré à l'actualité du continent américain. Cette semaine, direction le Venezuela. Le pays traverse une importante crise économique. Les pénuries alimentent la grogne populaire contre le président Maduro. Reportage sur place de nos correspondants. On ira aussi en Colombie. La guérilla des FARC et le gouvernement se rapprochent de la paix. À La Havane, ils ont conclu un accord pour soustraire les mineurs au conflit. Et puis aux États-Unis, les plateformes pétrolières installées en mer ne sont plus forcément démantelées une fois leur activité terminée. Certaines restent en l'état et cette solution ne fait pas l'unanimité. Coupure d'électricité, pénurie alimentaire, pillage, hyperinflation. Le Venezuela s'enfonce tous les jours un peu plus dans une crise économique, sociale et politique. Face à la grogne populaire, le président Maduro résiste. Il a d'abord instauré l'état d'urgence économique, puis proclamé l'état d'exception. Après 17 ans de régime chaviste, une ambiance fin de règne flotte dans les rues de Caracas. C'est un reportage de Margot Loisillon, Marie-Ève Deteuf, Pascal Mariani et Juan Orozco. Comme beaucoup à Caracas, Irma est une mère de famille au bord de la crise de nerfs. Voilà le résultat de 5 jours sans eau. C'est comme ça qu'on vit maintenant les Vénézuéliens. On a perdu notre qualité de vie. Comme vous pouvez le voir, on était de la classe moyenne et maintenant on n'est même plus ça. Regardez dans quel état est la cuisine. C'est comme ça qu'on vit maintenant qu'il n'y a plus d'eau. L'eau, mais aussi l'électricité sont rationnées, officiellement en raison de la sécheresse. Mais pour la plupart des Vénézuéliens, ces pénuries sont dues au chaos qui règne dans le pays. Depuis fin avril, pour consommer moins d'énergie, les écoles sont fermées le vendredi et les fonctionnaires ne travaillent plus que 2 jours par semaine. Cela ressemble à une économie de guerre. Ma fille, des fois, éclate de joie au supermarché quand elle voit qu'il y a de l'huile. Elle me dit « Maman, maman, il y a de l'huile » ou « Il y a du sucre ». Non, ce n'est pas ça que je veux pour mon pays. J'en peux plus. 3 ans après la mort d'Hugo Chavez, le Venezuela socialiste semble à la dérive. Avec la chute des prix du pétrole, les caisses de l'État sont vides. L'économie subventionnée a cessé de tourner et l'inflation est la plus forte du monde. Les denrées de base se vendent au marché noir 10 à 20 fois plus cher que le prix fixé par le gouvernement. Devant les supermarchés, les files d'attente sont interminables. Je suis sortie de chez moi à 4 h du matin. J'ai fait plusieurs endroits pour rien. Tout ce que j'ai pu acheter, c'est un paquet de farine de maïs, rien de plus. Il faut qu'on en finisse. Celui qui doit partir partira. On va le virer du pouvoir. De plus en plus de Vénézuéliens réclament le départ du président Nicolás Maduro, le successeur d'Hugo Chavez. L'opposition a recueilli près de 2 millions de signatures pour un référendum révocatoire. Mais le gouvernement fait tout pour retarder la procédure. En attendant, la crise touche toutes les classes sociales. Jusqu'à l'année dernière, en cumulant 4 emplois, je gagnais environ $300 par mois. Cette année, toujours avec 4 emplois, je ne gagne plus que $100 et ça va encore diminuer à cause de la dévaluation de notre monnaie. Efraïn est chirurgien, spécialiste en traumatologie dans des hôpitaux publics de Caracas. La santé gratuite était l'une des fiertés du régime chaviste. Voilà tout ce qu'on a comme bandage, 6 petits rouleaux. On a quelques gants aussi. Et ça ici, c'est chinois, c'est de très mauvaise qualité, ça arrache la peau. Faute de devises, le Venezuela peine à importer fournitures et médicaments essentiels. Les médecins dénoncent une crise humanitaire. Dans tout le pays, des patients meurent en raison des pénuries. Mais le pire des problèmes reste l'insécurité. Vous vous demandez pourquoi j'ai toujours mon sac sur moi? Eh bien, si je le pose, on me le vole. On me l'a déjà volé plusieurs fois. Les victimes de vols et d'agressions sont le lot quotidien. Du coup, de nombreux citoyens décident de faire justice eux-mêmes. Dans cette seule rue, 11 personnes ont été lynchées en 6 mois par les riverains. 5 en seraient mortes. Ici, si un voleur se fait attraper, il n'a plus qu'à prier. Soit la police le sauve, soit les gens le tuent. Caracas est aujourd'hui la ville la plus dangereuse au monde. Chez les défenseurs du régime, l'enthousiasme semble retomber. En ce 1er mai, lors du traditionnel défilé, les rangs sont clairsemés. Les chavistes vivent dans la nostalgie du président défunt.
Je suis venu marcher parce que j'appuie la révolution. Chavez a fait des choses importantes. Nous ne voulons pas que ça se perde. Tous les pronostics donnent Nicolás Maduro perdant si un référendum révocatoire est organisé. Après 17 ans de révolution, le désastre économique pourrait être fatal au gouvernement chaviste. La Colombie fait un pas de plus vers la paix. Le gouvernement et les FARC ont signé dimanche dernier à La Havane un accord pour soustraire les enfants à la guerre. Le gouvernement s'est engagé de son côté à amnistier les mineurs qui ne sont pas suspectés de crimes graves et à mettre en place des programmes pour s'assurer que l'exclusion sociale qui les a conduits dans les rangs des FARC ne se reproduise plus jamais. Des enfants soldats de l'ethnie Nasa ont d'ailleurs déjà bénéficié d'accords antérieurs. Ces jeunes Indiens de la région du Cauca se réinsèrent en harmonie avec la vision de l'univers de leur peuple. Une expérience unique dans ce pays déchiré par l'un des plus vieux conflits internes au monde. C'est un reportage de Florence Guanard et Juan Restrepo avec Leila Sali. Comme tous les matins, il se rend au lycée. Mais il y a 3 ans, son quotidien, c'était celui d'un enfant soldat. Cet adolescent de 18 ans tient à garder l'anonymat par sécurité. Il a fait partie des FARC, la guérilla colombienne, une manière pour lui de fuir l'ennui et le foyer familial. Il n'a eu aucun mal à entrer en contact avec les guérilleros, qui l'ont immédiatement enrôlé. Ils m'ont montré comment démonter et remonter un fusil, comment en prendre soin. 1 mois après, ils m'en ont donné un. Ils m'ont dit d'y faire attention et de le maintenir propre. Cette vie a duré 5 mois. L'adolescent a fini par s'enfuir pour retrouver sa famille. Il fait partie de l'ethnie des Nasa, un peuple amérindien du sud-ouest de la Colombie. Une communauté qui a mis au point un programme spécial pour réintégrer ses enfants soldats. Pour nous, il est nécessaire de faire un rituel de guérison. Parce que les jeunes qui se sont coupés de nos racines sont des jeunes qui pensent différemment. Ils sont affectés spirituellement. Pendant près de 2 ans, les ex-guérilleros reçoivent une attention juridique et psychologique. Ils participent aussi à des rituels propres aux Nasa pour se reconnecter à leur environnement, en harmonie avec leur vision de l'univers. Un programme né il y a 5 ans est suivi à ce jour par 150 jeunes, comme cet autre garçon. Ses parents sont allés le réclamer directement à la guérilla. C'est mieux de travailler en famille que d'être là-bas, à courir des risques. C'est mieux d'être avec sa famille. Depuis son retour, il a intégré la garde indigène, une milice sans armes de son ethnie. Les Nasa, qui comptent 130 000 membres, estiment qu'il pourrait encore y avoir près de 300 enfants soldats parmi les FARC. Et puis, qui aurait cru qu'industrie pétrolière et protection de l'environnement étaient compatibles? C'est en tout cas ce que veulent croire les autorités américaines. Elles ne demandent plus le démontage systématique des plateformes pétrolières marines, car une incroyable biodiversité a pris possession de ces installations. Pour beaucoup, c'est une fausse solution, une façon de dédouaner les entreprises pétrolières de leurs obligations. Reportage de nos confrères de France 2. À 10 km des côtes d'Alabama, cette plateforme pétrolière en fin de vie. Ce monstre d'acier va rester dans l'océan pour l'éternité. Voici pourquoi. Sous l'eau, un véritable paradis marin. Autour des pylônes, des poissons évoluent par milliers. Le long des tiges d'acier, des coraux à foison, de quoi fournir une nourriture abondante à toutes sortes d'espèces. On y trouve des tortues de mer. Même les requins reviennent après avoir fui les côtes. Au fil des ans, ces plateformes sont devenues des récifs artificiels. Dans le golfe du Mexique, les fonds marins sont plats et sablonneux, donc les coraux ne peuvent pas s'y développer. Ces plateformes sont donc très bénéfiques pour l'environnement, car elles favorisent l'écosystème marin. Jusque-là, les compagnies pétrolières avaient l'obligation de retirer ces plateformes. Une opération titanesque. Des centaines de tonnes d'acier à démanteler pour les ramener au sol. Rien que pour arracher de la mer une seule structure de forage, il en coûte jusqu'à 2 millions d'euros. Désormais, on peut les convertir en récifs artificiels. Une option bien moins onéreuse et surtout une bonne affaire pour tout le monde.
Les compagnies pétrolières économisent beaucoup d'argent en laissant en mer leurs vieilles plateformes, mais elles reversent aux États la moitié des sommes économisées. Donc c'est gagnant pour elles, pour nous et pour les poissons. Les autorités locales prévoient de convertir la moitié de ces plateformes en récifs artificiels, mais certains souhaiteraient que ces géants métalliques disparaissent complètement de l'océan. Cet écologiste estime que ces reconversions reviennent à inciter les compagnies pétrolières à forer davantage. Le golfe du Mexique compte déjà 7000 plateformes. Or, la gigantesque marée noire de 2010 est encore dans les mémoires. C'est juste une façon de donner une image écologique à cette industrie. L'État encourage les pétroliers à laisser ces plateformes en mer et ça transforme les fonds marins en véritables dépotoirs. Ce pêcheur nous montre les nombreux déchets issus de l'activité pétrolière. Exemple, cette vieille plateforme à peine visible par gros temps, elle a récemment abîmé son bateau. C'est leur responsabilité de les dégager de là. Faut pas les laisser croupir. Regardez, elles servent plus à rien. Qu'ils s'en débarrassent. C'est tout ce qu'on veut. Dans le golfe du Mexique, 500 plateformes pétrolières ont déjà été converties en récifs artificiels. Au bénéfice des poissons, mais surtout dans l'intérêt des compagnies pétrolières. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet www.france24.com. Restez avec nous, l'information continue sur France 24.